Moret live en vacances. Moret live Radio X. Il est là, c'est notre enquêteur du paranormal, c'est un de nos collaborateurs les plus appréciés sur les ondes de choix 98.1 Radio X, il est journaliste, il est, comment on pourrait dire, chroniqueur, auteur, conférencier. Je sais pas s'il met ça sur sa carte d'affaires à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il donne tout ça. Ça doit être quand même long comme carte d'affaires. T'en penses? Ouais, je pense que oui, il faut peut-être des plis. Christian Page, salut! Salut Yannick. Comment vas-tu? Je me contente simplement d'écrire Christian Page, journaliste, et un point c'est tout. Un point c'est tout. Oui. Tout d'un trait, là, un point c'est tout? Oui. Hey, Christian, j'ai vu hier, je t'ai envoyé l'article d'ailleurs, l'asile de Sainte-Clotilde est à vendre. Oui. Tu vas-tu 2,8 millions qu'on demande. Tu vas-tu te porter acquéreur? Parce que semblerait qu'il y a des choses incroyables qui se passent à l'intérieur de l'asile de Sainte-Clotilde. Oui, il y a des choses qui se passent, pas forcément incroyables. Bon, ben d'abord, pour les auditeurs de choix, rappelons que l'asile de Sainte-Clotilde, c'est un édifice qui a été construit à la fin des années 1930. Ça se trouve à Sainte-Clotilde d'Orton, c'est dans la région d'Arthabasca. Bon, c'est proche de Victoriaville. Ouais, c'est proche de Victoriaville, en effet. Et pour ceux là qui prennent l'autoroute 20 pour aller à Québec, par exemple, au moment où vous arrivez au Madrid, vous montez sur le viaduc et au lieu d'aller au Madrid, vous tournez de l'autre côté. 10 minutes après, vous êtes à l'asile. Donc, tout ça pour dire que... J'ai l'impression que je donne l'adresse à mes chums pour qu'ils viennent chez nous. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, l'édifice a été construit à la fin des années 30. C'était un édifice d'obédience religieuse au départ. Et ensuite, il a eu plusieurs vocations. Là, dans les années 60, il est devenu un centre de soins pour les gens qui avaient des troubles mentaux. Et ensuite, finalement, un centre de soins de longue durée là, pour les malades handicapés. Et durant donc cette histoire, il y a deux événements que l'on raconte à propos de l'asile, dont l'un est une légende urbaine. On raconte qu'à la fin des années 50, des adolescents qui se trouvaient là, alors que le centre était un peu comme une école ou un orphelinat, 3 jeunes se seraient enfermés dans un garde-robe pour fumer des cigarettes et ils auraient mis le feu à de la literie et seraient décédés par asphyxie. Je t'arrête tout de suite, Yannick, cet événement-là ne s'est jamais produit. J'ai vérifié avec le bureau du coroner, c'est une légende urbaine. C'est vrai qu'à cette époque-là, il y a eu un incendie qui a fortement endommagé le clocher, parce qu'il faut savoir que, comme je l'ai mentionné, c'est un édifice d'obédience religieuse. Il y avait une espèce de clocher avec une petite chapelle. Le clocher est endommagé par un incendie, mais il n'y a pas eu de décès à ce moment-là. Ce qui est vrai, en revanche, en janvier 1988, alors que l'édifice était un centre d'accueil de longue durée pour des malades handicapés mentaux, il y a eu un incendie qui s'est déclaré, un incendie somme toute assez sommaire, mais bon, malheureusement, les pompiers ont été lents à réagir. Les employés qui se trouvaient sur place n'ont pas pu atteindre le 4e étage qui était fermé, parce qu'on parle ici de gens qui sont handicapés mentaux. Donc, tu comprends que lorsque les portes du dortoir sont fermées, elles sont également barrées. Et donc, à ce moment-là, les employés n'ont pas pu atteindre l'étage où il y avait énormément de fumée. Et 13 des personnes qui se trouvaient sur place, sur les 13 personnes qui se trouvaient sur place, 9 d'entre elles sont décédées par asphyxie. L'édifice a été lourdement endommagé à ce moment-là, évidemment parce que l'intervention des pompiers, tout ça, l'eau qui s'est infiltrée dans les murs, parce que bon, on a arrosé tout ça. Et bien sûr, à partir de là, l'édifice a été un peu vacant. On a essayé de le reniper un peu, on a essayé d'en faire un centre de jeunes, mais éventuellement, l'édifice a été officiellement abandonné. Même s'il était un peu abandonné depuis 1988, il a été officiellement abandonné en 2002. Donc, tu comprends, un édifice ça fait 30 ans maintenant qu'il est abandonné, tu comprendras. Et moi, j'y suis allé à quelques reprises. Et je me rappelle, l'une de mes premières visites, il y avait au 2e ou au 3e étage un espèce de paquet de matelas qui était là. Quand j'ai tiré sur ces matelas, j'ai vu des rats sortir de là, des rats qui étaient gros comme des chats, littéralement, qui se sont enfuis entre les murs. Donc, tu comprends, un édifice abandonné depuis 30 ans. Ouais. Il y a bien sûr des rongeurs dans les murs, dans les entre-plafonds et les entre-toits, il y a des colonies d'oiseaux qui nichent à ces endroits-là. C'est vraiment un grand édifice où il y a énormément de vermines, d'oiseaux, d'animaux qui logent dans les murs et les entretoits. Mais Christian, Christian, oui. Sur quoi te bases-tu pour dire que tous les témoignages qui ont été recueillis, et parmi ces témoignages, c'était des gens qui disaient avoir entendu des choses la nuit. Sur quoi te bases-tu pour dire que c'était des sons qui étaient... Bon, évidemment, on peut pas avoir cette affirmation, Yannick, mais bien sûr, si tu te rends dans cet endroit-là,
au milieu de la nuit et tu retiens ton souffle, bien sûr que tu vas entendre des bruits, des chuintements, des craquements, des crissements, mais sont les fantômes. Tu sais, il y a tellement d'explications rationnelles qui peuvent intervenir avant de conclure à l'au-delà que je ne dis pas qu'il n'y a pas de fantômes à l'asile de Sainte-Clotilde, mais jusqu'à maintenant, tous les groupes qui se sont donné rendez-vous, il faut le dire, hein, c'était dans les années 2000, jusqu'à ce que la ville ordonne l'interdiction, là, mettre une espèce de la ville a imposé une restriction pour ne plus empêcher les gens de se rendre sur place, c'était l'an dernier, parce que l'endroit était jugé dangereux. Mais bien sûr, dans les années 2000, au début des années 2000, tous les groupes de chasseurs de fantômes, et je rappelle qu'ils sont quelques 200 au Québec, hein, qui sont dans toutes les régions du Québec, ces gens-là se donnaient rendez-vous à l'asile de Sainte-Clotilde, que l'on disait le lieu le plus hanté. Et bien sûr, ces gens-là arrivaient là la nuit avec des espèces d'équipements, et là, soudain, ils entendaient un chuintement, un crissement, des sensations. Mais était-ce réellement des fantômes ou était-ce les animaux qui logent dans l'édifice, hein, les nouveaux locataires qui habitent là? Et bien sûr, je me rappelle cette célèbre phrase de Richard Wiseman, un chercheur britannique, qui disait « Le premier critère pour qu'une maison soit hantée, il faut qu'elle ait la réputation d'être hantée. » Et en effet, si tu prends des gens, que tu les amènes dans un lieu, que tu lui dis que le lieu est hanté, même si c'est pas vrai, tu les amènes, tu lui dis ce lieu est hanté, tu peux t'attendre après quelques heures que 50% d'entre eux vont rapporter des impressions subjectives. Hein, j'ai eu le sentiment qu'on me soufflait dans le cou, j'ai eu l'impression de me faire toucher, j'avais une impression désagréable. Donc, tout ça ne se passe qu'entre nos deux oreilles. Est-ce qu'il y a réellement des manifestations de l'au-delà objectivables à l'asile de Sainte-Clotilde de Horton? Malheureusement, tous les groupes de chasseurs de fantômes qui s'y sont donné rendez-vous n'ont jamais apporté cette preuve-là. Dossier réglé. Voilà, donc c'est un lieu vraiment très intéressant qui, on comprend, s'est inscrit dans la culture populaire. Il est maintenant à vendre de 2 800 000 $. Moi, je me rappelle à l'époque que j'avais parlé avec M. Tivierge, le propriétaire des lieux, et qui me disait, lui, quand il avait acheté l'endroit, l'asile était là, bien sûr, et il avait songé à un moment donné, parce qu'au début, il ignorait des histoires de fantômes qui circulaient sur la ville. Et là, évidemment, il était surpris de voir toutes sortes de gens arriver et squatter pendant une journée ou deux dans l'asile. Il les chassait. Et là, ces gens-là leur disaient, oui, mais vous avez acheté l'asile hanté. Donc, il avait cette réputation de hantise. Monsieur Tivierge avait, dans un premier temps, essayé d'empêcher ces gens de venir dans l'édifice. Et puis ensuite, bon, il a baissé un peu les bras. Ça lui aurait coûté une fortune en mettre de jeter le bâtiment, de jeter le bâtiment à terre. D'où la raison, il a préféré le laisser comme ça et permettait à des gens, des amateurs, de venir sur place. Moi-même, j'ai tourné plusieurs séries de télévision où des épisodes avaient été consacrés aux fantômes ou hantises et des images ont été tournées là, à chaque fois à l'asile de Sainte-Clotilde, qui était effectivement un incontournable au Québec dès qu'on parlait d'histoire de fantômes. Ton prochain sujet me fait penser à Astérix et Obélix, les 12 travaux. Par Osiris et Parapis, regarde-moi bien, tu es maintenant un sanglier. Oui, ben ici on est ici à la frontière de la science et une histoire tout à fait incroyable. Donc l'événement est le suivant: le 1er juillet dernier, à Alexandrie en Égypte, sous un édifice gouvernemental, des archéologues ont trouvé une espèce de crypte, et dans cette crypte, tiens-toi bien, un immense sarcophage qui est fait de granit noir. Son poids estimé est de 30 tonnes. Mais ce qui frappe le plus dans ce sarcophage, donc immédiatement les archéologues ont conclu qu'il s'agissait d'un sarcophage de facture égyptienne, mais je parle de l'ancienne Égypte. Le sarcophage a au moins 2000 ans. On a trouvé tout près du sarcophage une espèce de buste. Et le sarcophage, ce qui étonne les archéologues, non seulement il est fait de granit noir, son poids est colossal, mais ce sont surtout aussi ses dimensions. Hein. Le sarcophage en question mesure 6 pieds. Je vais te donner les mesures en centimètres et ensuite les gens, je les donnerai en pieds pour les gens un peu plus âgés là, qui ont encore recours aux mesures anglaises. Il mesure 185 cm de haut, 260 cm de long et 165 cm de large. Ça, c'est 6 pieds de haut, 5 pieds et demi de large et presque 9 pieds de long. Et ça pèse 30 tonnes?
Et ça pèse 30 tonnes, c'est fait en granit noir. Et pour te donner une appréciation, le sarcophage, parce que c'est de ça qu'on parle ici, c'est un sarcophage. Le sarcophage du pharaon Toutankhamon, qu'on a trouvé en 1922, mesurait 6 pieds et demi, donc 185 cm de long. Alors que celui qu'on a entre les mains fait presque 9 pieds de long. Alors, évidemment, les archéologues s'interrogent sur son contenu. Il faut savoir que le sarcophage en question est encore entouré d'une espèce de couche de ciment. Il y a comme une lèvre de ciment qui scelle le couvercle. Donc, ce qui semble indiquer que la sépulture, le sarcophage, n'a jamais été réouvert depuis son inhumation. On le sait, la plupart des grands tombeaux de l'Égypte antique ont malheureusement été pillés. Ce qui fait d'ailleurs pourquoi le tombeau de Toutankhamon est si célèbre. C'est le seul tombeau non pillé qui a été découvert par les archéologues. Donc, ce sarcophage ne semble pas avoir été ouvert. Et évidemment, on s'interroge sur son contenu. Au moment où on se parle, une équipe d'archéologues est sur place. Ils étudient de quelle façon ils pourraient déplacer le sarcophage, comment l'ouvrir et en découvrir le contenu, bien sûr, sans l'endommager. Donc, on doit utiliser des méthodes dites en archéologie non invasives. Mais au moment où je te raconte cette histoire-là, l'anecdote du sarcophage a été récupérée dans les milieux qui s'intéressent au surnaturel et au fantastique. Et là, on tombe littéralement dans un épisode des X-Files. Il faut savoir que depuis les années 2000, il circule dans les milieux de l'occulte et du mystérieux une curieuse rumeur concernant un projet. Et là, évidemment, on le met entre guillemets et on le souligne, parce que, bon, c'est vraiment une rumeur. On raconte que dans les années 60, le KGB aurait mené des recherches secrètes sous le Sphinx et la Grande Pyramide. Leur idée était de découvrir le puits de la connaissance. Il y avait des rumeurs dans des anciens textes, des anciens hiéroglyphes, qui parlaient de ce puits de la connaissance. Et on se disait qu'il y avait là-dedans quelque chose de tout à fait mystique et d'extraordinaire. On raconte donc que le KGB s'est rendu sur place en 1960. Ils ont découvert des galeries sous le Sphinx et sous la pyramide, et ils auraient découvert le tombeau d'un extraterrestre qui serait mort depuis 10 000 ans et qui aurait été enterré, dont le cadavre aurait été retrouvé par les Égyptiens et aurait été enterré à ce moment-là. Il faut savoir que ce personnage, cet extraterrestre, aurait été surnommé Osiris par les Égyptiens, une des grandes divinités créatrices de l'Égypte antique, mais les archéologues ou les spécialistes russes du KGB, eux, auraient clairement identifié qu'il s'agissait d'un extraterrestre. Et apparemment, il n'était pas le seul. D'autres de ces extraterrestres, de ces visiteurs, seraient venus en Égypte, seraient décédés et auraient été enterrés à différents endroits, des locations demeurées inconnues. Ça, c'est grosso modo ce que l'on raconte à propos de ce projet baptisé par le KGB, projet Isis. Isis étant l'épouse d'Osiris qui avait retrouvé ses restes. Donc, tout ça pour te dire que cette histoire-là n'a jamais été confirmée. On n'a jamais rien retrouvé dans les archives du KGB faisant allusion à ce fameux projet Isis. Mais la rumeur circule depuis quelques années. Et la découverte de ce sarcophage non violé qui mesure presque 9 pieds de long fait évidemment fantasmer les amateurs de mystère. Et dans combien de jours, de semaines, de mois on va réussir à l'ouvrir? Au moment où on se parle, le directeur des Antiquités égyptiennes parle d'une ouverture imminente. Donc, on peut s'attendre au cours des prochains jours, sinon des prochaines semaines, que le sarcophage sera ouvert. Évidemment, pour les archéologues, il faut quand même que je te donne la version des archéologues, les archéologues, eux, croient que le cercueil, le sarcophage, pourrait contenir plusieurs personnes, non pas une seule momie, mais 3 ou 4 momies, des momies qui seraient des nobles qui auraient été inhumés en même temps dans un seul et même sarcophage. Donc ça, c'est l'interprétation, la vision, l'hypothèse dominante au sein de la communauté des archéologues. Mais évidemment, un cercueil qui mesure 9 pieds de long, alors que les Égyptiens, en moyenne, mesuraient à peu près 5 pieds 2, 5 pieds 3. Donc c'est quand même surprenant
surprenant et on espère évidemment autant la communauté des archéologues, autant que la communauté des amateurs de mystère attendent avec impatience l'ouverture du fameux sarcophage. Christian, je suis pris par le temps, il nous reste 3 minutes maximum. Tu veux nous parler de la sonde Cassini? Oui, la sonde Cassini, écoute, c'est une sonde qui a été lancée de la Terre en 1997. Elle s'est retrouvée dans le système saturnien, donc autour de la planète Saturne en 2004, et elle a entrepris donc d'explorer les différentes lunes de Saturne. Il y en a plusieurs dizaines. Les plus intéressantes, bien sûr, étant Titan. Il faut savoir que la sonde Cassini avait un atterrisseur, Huygens, qui s'est posé sur l'une de ces lunes, la lune Titan, qui nous a révélé d'ailleurs des océans de méthane. Mais le plus intéressant candidat demeure quand même le satellite, un satellite qui s'appelle Encelade. Il est recouvert de glace, il fait 500 km de diamètre, et en passant près de ce satellite, donc Huygens, la sonde Cassini a découvert des geysers d'eau. Visiblement, il y a des fissures dans la glace de Encelade qui crachent des panaches d'eau qui montent jusqu'à 200 km d'altitude. Et en passant dans ces panaches d'eau, donc, la sonde a détecté des molécules biologiques des molécules qui semblent indiquer qu'il pourrait y avoir des formes de vie dans un océan qui serait sous la glace. Et voilà en septembre dernier, après avoir mené cette mission, la sonde est entrée dans l'atmosphère de Saturne et s'est détruite. Et c'est à ce moment-là, dans cette grande finale, qu'elle a capté des ondes. Évidemment, dans l'espace, il n'y a pas de son. Mais on a transformé ces ondes en un son, comme la radio, par exemple, où les ondes hertziennes sont transformées en voix et en musique. Et je t'ai envoyé un petit extrait audio, si tu veux le faire entendre aux auditeurs. Je te reviens ensuite sur la spéculation. C'est un son venu de l'espace, Danny Gravel. Donc, c'est bel et bien un son. Si on pouvait entendre un son dans l'espace, c'est ce qu'on entendrait. Les scientifiques ont découvert qu'il y a un lien entre les anneaux de Saturne et justement cette lune excessivement potentielle pour avoir des formes de vie, cette lune qui s'appelle Encelade. Il y a une espèce de lien électromagnétique entre les deux. Et c'est la première fois qu'on assiste à un phénomène comme celui-là. Les scientifiques parlent d'ondes de plasma. Mais il faut savoir que dans le milieu du surnaturel, l'étrange et l'insolite, il y a 2 ans à peine, un ancien scientifique de la NASA a annoncé que depuis un certain temps, la NASA cachait aux gens qu'il y avait des vaisseaux spatiaux extraterrestres qui se dissimulaient dans les anneaux de Saturne. Et là, voilà que la sonde Cassini révèle un phénomène jamais observé jusqu'à maintenant, qui est une espèce d'onde électromagnétique qui unit à la fois les anneaux de Saturne et la plus possible candidate à la vie parmi ces satellites, à savoir Encelade. Alors, à toi de tirer tes conclusions. Sont-ce des sondes à l'espace, une anomalie cosmique, ou sont-ce des communications extraterrestres? On se reparle pour une dernière fois cet été, la semaine prochaine, mon ami. Ça me fait plaisir, Yannick. Merci beaucoup. Bye-bye. ChristianPage.ca, c'est l'enquêteur du paranormal. Pour avoir accès à ses livres, pour avoir accès à tous ces trucs, ChristianPage.ca.